Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Madame Chembel Naïma va présenter une thèse. Donc, l'intitulé de sa thèse, c'est Études et évaluation génotoxique des viandes transformées dans le domaine SMB, la filière sciences biologiques, la spécialité biochimie appliquée. Le jury est composé de moi-même, professeur Grara de l'Université de Guelma en tant que présidente, professeur Benoît Djamaluddin, professeur de l'Université de Guelma en tant qu'encadreur, docteur Khalaf Messaouda, maître de conférence classe A de l'Université de Guelma en tant que co-directrice de ce travail, professeur Benjedou Dalila, professeur de l'Université de Guelma en tant qu'examinatrice, professeur Branes Ziden, professeur de l'Université d'Annaba en tant qu'examinateur, et professeur Mirad Park en tant qu'examinateur de l'Université d'Annaba. Donc le jury vous accorde une trentaine de minutes à 40 pour exposer l'essentiel de votre travail de recherche. Bon courage, Naïma, à vous la parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, chères familles, soyez les bienvenus. Permettez-moi de vous présenter mon travail de thèse en vue de l'obtention du diplôme de doctorat 3e cycle en sciences biologiques qui s'intitule Études et évaluation génotoxique des viandes transformées. Au cours de cette présentation, j'essaierai de suivre le plan de travail suivant, commençant par l'introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, et je terminerai, Inch'Allah, avec une conclusion et perspective. Le cancer est un problème majeur de santé publique. Il représente la deuxième cause de décès derrière les maladies cardiovasculaires. Globalement, près d'un décès sur 6 est dû au cancer à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès par cancer est estimé par 6 millions de cas en 2000, 7,2 millions en 2008, 8,2 millions en 2012. Ce chiffre augmente jusqu'à 9,6 millions en 2018 pour atteindre 10 millions de cas en 2020. Il est bien établi que le cancer peut avoir deux origines, une origine environnementale et une origine génétique. L'origine environnementale est prépondérante avec plus de 90% des cancers attribués aux facteurs environnementaux, contre 5 à 10% pour les cancers d'origine génétique. Parmi les facteurs environnementaux, on trouve le tabac, les infections, l'obésité, ainsi que l'alimentation qui présente un taux de mortalité plus élevé par rapport aux autres facteurs environnementaux qui peut aller jusqu'à 30 à 35% de tous les décès dus au cancer. L'Institut national du cancer en France montre qu'il existe des liens convaincants entre 8 facteurs alimentaires et le développement de certains types de cancers. Ainsi, la consommation des boissons alcoolisées, les aliments conservés par le sel, les compléments alimentaires à base de bêta-carotène, le surpoids et l'obésité, ainsi que la consommation des viandes rouges et de charcuterie sont identifiés comme facteurs aggravants. En octobre 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les viandes rouges comme probablement cancérigènes et les viandes transformées comme cancérigènes sûres pour l'homme. Cette classification est faite en se basant sur des études épidémiologiques. Cependant, l'effet de ces viandes a été très peu ou pas étudié par des études expérimentales in vivo ou in vitro. Dans ce contexte, une étude expérimentale est devenue nécessaire pour identifier et caractériser le danger pour une meilleure évaluation du risque. Les produits carnés représentent une part importante de notre apport énergétique quotidien à cause de leur richesse par les protéines de haute valeur biologique, des acides aminés essentiels, de vitamines et de fer. Cependant, au cours des procédés de fabrication et de préparation de ces produits, des réactions chimiques peuvent se produire et provoquer la formation des produits dont certains peuvent être indésirables. Ces substances sont qualifiées de composés néoformés. Parmi ces composés, on trouve les amines hétérocycliques aromatiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les nitrosamines.
Le risque lié à ces aliments n'est pas seulement dû aux composés néoformés, mais également à l'utilisation des additifs alimentaires. Il est bien établi que tous ces composés peuvent causer des dommages à l'ADN. Les dommages de l'ADN sont divers. Il est en effet de distinguer les lésions primaires à l'ADN qui correspondent aux cassures de brins d'ADN, aux aduits, aux pontages. On trouve également les mutations géniques telles que les substitutions de paires de bases, les insertions ou les délétions. Également les mutations chromosomiques qui correspondent à des modifications dans la structure de chromosomes. Ces modifications peuvent être des délétions, des duplications, des inversions, etc. On trouve également les mutations génomiques qui correspondent à une perte ou un gain d'un ou plusieurs chromosomes. Ces altérations pourront être à l'origine de l'initiation de la cancérogénèse. Le domaine de la toxicologie génétique s'est révélé essentiel puisque la détermination des agents génotoxiques est devenue nécessaire dans le cadre de la prévention du risque cancérogène. De nombreux tests de génotoxicité ont été développés et utilisés pour détecter des agents génotoxiques. Parmi ces tests, on trouve les tests qui détectent les lésions primaires de l'ADN, tels que le SOS chromotest, le test de post-marquage au phosphore 32, le test des comètes. On trouve également des tests qui détectent les mutations géniques, tels que le test DELS. On trouve également les tests qui détectent les mutations chromosomiques, tels que le test des aberrations chromosomiques et le test du micronoyau. Un produit est considéré génotoxique lorsqu'il induit une réponse positive dans un de ces tests. En Algérie, les produits carnés sont largement consommés en raison de leur disponibilité en différentes saveurs et de leur faible coût par rapport aux viandes fraîches. Cette forte consommation souligne l'importance de vérifier que ces produits ne contiennent pas des substances susceptibles de présenter un risque toxicologique pour la santé des consommateurs. C'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'évaluation de l'effet mutagène et génotoxique de certains produits carnés disponibles sur le marché algérien. Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé la partie expérimentale en respectant le protocole suivant. On commence par l'échantillonnage. Dans notre étude, 8 échantillons de produits carnés ont été choisis qui sont le corned beef fabriqué en Algérie, le corned beef importé, le saucisson salami de bœuf, le kachir, le rôti de bœuf cuit fumé, le rôti de poulet fumé, le shawarma de poulet et le jambon de bœuf. Les échantillons ont fait l'objet d'une extraction. Ils sont tout d'abord broyés à l'aide d'un mâchoire à viande, puis macérer 200 g dans 800 ml du méthanol afin d'extraire des possibles composés génotoxiques apolaires ou du N-hexane afin d'extraire des possibles composés génotoxiques apolaires. Le mélange est laissé sous agitation pendant 24 heures, ensuite centrifugé à 3000 tours par minute pendant 15 minutes. Le surnageant est fait l'objet d'une double filtration. Cette extraction est répétée 2 fois avec le culot en utilisant 400 ml du solvant. Et enfin, les filtrats obtenus sont évaporés à l'aide d'un évaporateur rotatif. Les extraits secs obtenus ont fait l'objet des tests de génotoxicité qui sont le test DENS, le test du micronoyau, les tests des comètes. Cette combinaison de tests permet de couvrir différents événements génétiques qui sont les mutations géniques, les aberrations chromosomiques et les cassures de brins d'ADN respectivement. On commence par le test DENS. Ce test a été réalisé en présence et en absence d'activation métabolique. 5 souches de Salmonella typhimurium ont été utilisées. La souche TA 1537, TA 98, TA 100 et TA 102. Et 5 doses de chaque extrait ont été testées. Les souches sont mises en culture dans des flacons contenant le bouillon nutritif. Ensuite, les flacons sont incubés au bain-marie à agitation pendant 12 heures à 37 degrés. Avec chacune des souches utilisées, la technique suivante est appliquée.
100 microlitres de la suspension bactérienne, 100 microlitres de l'extrait à la dose retenue et 500 microlitres du S9 pour l'essai avec activation métabolique sont ajoutés successivement à 2 millilitres de la gélose molle additionnée d'une substance, additionnée d'une solution d'histidine et de biotine. Le contenu de chaque tube est agité puis étalé sur une boîte de Petri contenant le milieu minimum. Et enfin, les boîtes sont incubées à 37 degrés pendant 48 heures. Après incubation, les colonies révertantes sont dénombrées. Puis, pour chaque dose, le rapport d'induction est calculé comme suit. C'est le nombre moyen de révertants en présence d'extrait sur le nombre moyen de révertants du témoin négatif. Ensuite, les résultats sont interprétés biologiquement. Un extrait est considéré mutagène lorsque le rapport d'induction est supérieur ou égal à 3 pour la souche TA1537 ou supérieur ou égal à 2 pour les souches TA98, TA100 et TA102. Parallèlement, les résultats sont interprétés statistiquement en utilisant le test du NET. Au cours de l'essai principal de mutagénicité, la cytotoxicité des extraits est évaluée par un examen microscopique de la pousse de fond bactérienne. En utilisant le microscope inversé, différentes pousses de fond pouvant être observées. Une pousse, par exemple, non toxique, faiblement toxique, moyennement toxique, fortement toxique et une pousse nulle. Les extraits présentant un rapport d'induction supérieur à 2 dans le test DEMS standard ont fait l'objet du test DEMS modifié qui est le Trait and Wash Cell pour vérifier dans quelle mesure la présence d'acide aminé histidine dans les extraits a contribué au résultat. Le protocole de ce test est le même que celui du test DEMS standard, sauf qu'après traitement, les bactéries sont pré-incubées pendant 90 minutes à 37 degrés, puis lavées avant l'ajout de la gélose molle. Le lavage se fait dans le but d'éliminer le produit d'essai. Les bactéries lavées sont ensuite centrifugées pendant 30 minutes. Tout sauf environ 700 microlitres de surnageant est jeté, puis 2 millilitres de la gélose molle est additionné aux bactéries est étalée sur les boîtes de Petri. Et enfin, les boîtes sont incubées à 37 degrés pendant 48 heures. On passe au test du micronoyau. Les cellules utilisées dans ce test, c'est les cellules lymphoblastoïdes humaines TK6. 3 schémas de traitement ont été effectués, 2 traitements courts de 3 heures suivis d'un temps de recouvrement de 24 heures, l'un avec activation métabolique et l'autre sans activation métabolique, et un traitement long de 27 heures en absence d'activation métabolique. Ces 3 schémas de traitement sont utilisés pour le test du micronoyau et le test des cytotoxicités qui sont réalisés en parallèle. La première étape du test de micronoyau, c'est le traitement bien sûr des cellules avec les extraits. Les solutions mères d'extraits ainsi préparées sont diluées dans le milieu RPMI10 seul pour laisser sans activation métabolique ou contenant 10% de S9 pour les laisser avec activation métabolique. Un volume de cette solution est déposé dans les premiers puits de la plaque. Dans les autres puits, le milieu RPMI10 ou RPMI10 contenant 10% de S9 est ajouté. Ensuite, des dilutions successives suivant un rapport de 2 sont effectuées. Puis une suspension cellulaire de 600 000 cellules par année est ajoutée, 100 microlitres pour les plaques de génotoxicité et 50 microlitres pour les plaques de cytotoxicité. Les plaques sont ensuite incubées à 37 degrés pour les traitements, pendant 3 heures pour les traitements courts et 27 heures pour le traitement long. Pour les
plaques de traitement lent, après 3 heures d'incubation, les plaques sont centrifugées à 1000 tours par minute pendant 5 minutes. Le milieu de traitement est éliminé, puis les cellules sont lavées avec le milieu RPMI10 afin d'enlever le produit d'essai. Après lavage, le milieu RPMI10 est ajouté à nouveau, puis les plaques sont réincubées pendant 24 heures afin de permettre la formation des éventuels micronoyaux. Pour la récolte des cellules, les plaques de cytotoxicité et de génotoxicité sont centrifugées pendant 6 minutes. Le milieu de culture est retiré par retournement. Les cellules sont ensuite mises en suspension puis lavées avec le milieu RPMI10 additionné d'acide pluronique. Les plaques sont centrifugées à nouveau et le milieu de lavage est éliminé. Pour l'essai de cytotoxicité en utilisant la technique MTT, un volume de la solution du sel de tétrasodium est ajouté aux cellules traitées. Les plaques sont ensuite pré-incubées pendant 90 minutes à 37 degrés. Après ce temps de contact, les plaques sont centrifugées 15 minutes à 1500 tours par minute. Puis le milieu où MTT est enlevé et remplacé par un mélange d'isopropanol et d'HCl afin de solubiliser les cristaux de formazan issus de la réduction du sel de tétrazolium par la succinate déshydrogénase des cellules viables. Puis les plaques sont placées sous agitation jusqu'à dissolution complète des cristaux de formazan. Les absorbants sont ensuite mesurés à l'aide d'un spectrophotomètre. Les résultats sont exprimés en pourcentage de survie relative. Le rapport est calculé comme suit: absorbance moyenne des cellules traitées sur l'absorbance moyenne des cellules contrôle fois 100. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique numéro 487, un produit est déclaré non toxique lorsque le pourcentage de survie relative est supérieur ou égal à 55 plus ou moins 5. 3 doses non cytotoxiques sont retenues pour la détermination de la fréquence des cellules micronucléées dans l'essai de génotoxicité. Pour l'essai de génotoxicité, les cellules ont subi un choc hypotonique pendant exactement 4 minutes afin de faire gonfler les cytoplasmes, ce qui rend plus facile la détection des micronoyaux. Puis elles sont préfixées afin d'arrêter le choc hypotonique. Après centrifugation et élimination de surnageants, les cellules sont fixées pendant 10 minutes. Puis, à l'aide d'une pipette Pasteur, les cellules sont étalées sur une lame de microscope. Les lames sont ensuite séchées à température ambiante pendant au moins 24 heures, puis elles sont colorées par une solution de JMSA à 2% pendant 10 minutes. Les lames sont ensuite lues à l'aveugle au microscope optique. Les cellules micronucléées sont dénombrées pour 1000 cellules mononucléées par lame à raison de 2 lames par dose, soit au total 2000 cellules mononucléées par dose. Les résultats sont ensuite interprétés statistiquement en utilisant le test de Ki2. Un produit est déclaré comme étant génotoxique s'il induit une augmentation statistiquement significative et si cette augmentation comporte au moins un doublement par rapport au témoin négatif et s'il existe une relation dose-effet. Dans quelques cas, selon l'OCDE, les résultats sont interprétés biologiquement en comparant les résultats avec les témoins historiques du laboratoire. En effet, une augmentation de chaque valeur individuelle qui est supérieure à la limite maximale des témoins historiques peut aider à supporter une conclusion comme faiblement génotoxique. Pour le test des comètes, les cellules utilisées sont les cellules intestinales humaines CACO2. 2 types de traitements ont été effectués, un traitement court de 4 heures et un traitement long de 24 heures. Les cellules CACO2 sont mises en culture dans des plaques 24 puits à raison de 50 000 cellules par puits. Les plaques sont immédiatement incubées à 37 degrés pendant 24 heures afin de permettre l'attachement cellulaire.
Après incubation, le milieu de culture est éliminé et les cellules sont lavées par du HBSS afin d'éliminer les éventuelles cellules mortes. Puis, les cellules sont exposées aux concentrations choisies de l'extrait à tester. Les plaques sont ensuite incubées à 37 degrés pendant 4 heures ou 24 heures selon le type de traitement. Pour la récolte des cellules, les milieux de traitement sont aspirés. Les tapis cellulaires sont ensuite lavés par du HBSS, puis trypsinés avec une solution de trypsine EDTA pendant 10 minutes. L'effet de la trypsine est arrêté en ajoutant le milieu complet, puis les cellules sont homogénéisées par aspiration refoulement pour déstructurer les amas de cellules et repliées dans un tube Eppendorf. 10 microlitres de cette suspension sont prélevés pour l'essai de cytotoxicité. Le reste de la suspension est centrifugé à 1000 RPM pendant 10 minutes pour l'essai de génotoxicité. La cytotoxicité est évaluée par la technique d'exclusion au bleu de Tripan. Un volume de 10 microlitres de la suspension cellulaire est mélangé avec 10 microlitres de bleu de Tripan à 0,4%. Successivement, le mélange est étalé sur l'imacimètre de Malassez. Les cellules mortes colorées en bleu et les cellules vivantes réfringentes sont dénombrées au microscope. Les résultats sont exprimés en pourcentage de viabilité cellulaire. Le rapport est calculé comme suit: le nombre de cellules vivantes sur le nombre de cellules vivantes plus mortes fois 100. Selon Tis et al., un produit est déclaré non toxique lorsque le pourcentage de viabilité cellulaire est supérieur à 70%. Pour l'essai de Comet, la première étape, c'est la préparation des lames. Le culot des cellules est mis en suspension dans un gel d'agarose à 0,5%. Le mélange est étalé sur une lame de microscope préalablement recouverte avec une couche d'agarose à 1%. Puis une troisième couche d'agarose à 0,5% est ajoutée. Les lames sont ensuite plongées dans une solution de lyse pendant 1 heure afin de détruire les membranes cytoplasmiques et perforer les membranes nucléaires. Après la lyse, les lames sont déposées dans une cuve d'électrophorèse horizontale contenant un tampon de pH supérieur à 13. Les lames sont maintenues dans ce tampon pendant 20 minutes. Dans cette étape, la molécule d'ADN passe de la forme bicaténaire à la forme monocaténaire. Après ce temps de dénaturation, les lames sont soumises à un champ électrique dans le même tampon pendant encore 20 minutes. À la suite de la migration, les lames sont rincées par une solution de neutralisation pendant 5 minutes. Cette étape permet la réappariement partielle des brins d'ADN. L'ADN est ensuite révélé par une coloration au bromure d'éthidium. Les lames colorées sont observées immédiatement au microscope à fluorescence. L'examen des comètes s'effectue grâce à un logiciel d'analyse d'images. Ce dernier fournit pour chaque comète plusieurs paramètres pour exprimer la génotoxicité. Le pourcentage d'ADN dans la queue de la comète, c'est le paramètre choisi dans notre étude. Les comètes sont ensuite dénombrées pour 25 cellules par lame à raison de 4 lames par dose, soit au total 100 cellules par dose. Les résultats sont exprimés par la moyenne de pourcentage d'ADN dans la queue de la comète, plus ou moins l'écart type, et ils sont interprétés en utilisant le test ANOVA. On passe maintenant aux résultats et discussions. On commence par les résultats de cytotoxicité évalués par l'examen microscopique de la pousse de fond bactérienne. Aucune toxicité n'a été observée vis-à-vis de l'ensemble des souches testées avec tous les extraits étudiés. Les rapports d'induction obtenus au cours du test d'EMS pour les extraits méthanoliques sont présentés dans ce tableau. Des augmentations biologiquement et statistiquement significatives ont été observées avec l'extrait de corned beef importé.
vis-à-vis de la souche TA98 et de la souche TA102 en présence d'activation métabolique, et aussi avec l'extrait de salami vis-à-vis de la souche TA100 en absence d'activation métabolique et vis-à-vis de la souche TA102 en présence d'activation métabolique. Pour l'extrait du cachir, de rôti de poulet, de rôti de bœuf, aucune augmentation biologiquement significative n'a été observée vis-à-vis de l'ensemble des souches testées. De plus, des augmentations biologiquement et statistiquement significatives ont été observées avec l'extrait de shawarma de poulet vis-à-vis de la souche TA100 en présence d'activation métabolique et vis-à-vis de la souche TA102 en absence d'activation métabolique. Pour les extraits hexaniques, aucune augmentation statistiquement significative et biologiquement significative n'a été observée avec tous les extraits, à l'exception de l'extrait de cachir qui présente une augmentation biologiquement significative vis-à-vis de la souche TA102 en présence d'activation métabolique. Les résultats du test d'EMS moléculaire sont présentés dans ce tableau. Des résultats clairement négatifs ont été observés. En effet, aucune augmentation biologiquement significative n'a été observée. Compte tenu de la nature de nos échantillons, on peut supposer que les résultats positifs observés dans le test d'EMS standard sont probablement dus à la présence d'acides aminés histidine dans les extraits. Les résultats de la cytotoxicité évalués par la technique MTT sont présentés dans ces graphes. Tous les extraits méthanoliques ont montré des taux de survie relative supérieurs à 55% avec toutes les doses testées et dans les 3 schémas de traitement. De même pour les extraits hexaniques qui montrent des taux de survie relative supérieurs à 55% dans les 3 schémas de traitement. Les résultats obtenus lors du test de micronoyaux pour les extraits méthanoliques sont présentés dans ces graphes. Tous les extraits méthanoliques n'ont montré aucune augmentation statistiquement significative du nombre de cellules micronucléées dans les 3 schémas de traitement, à l'exception de l'extrait de shawarma de poulet qui montre une augmentation statistiquement significative uniquement à la plus faible dose de 125 dans le traitement court en présence d'activation métabolique. Cependant, aucune relation dose-effet n'a été observée. Cet extrait est donc considéré comme non génotoxique dans ces conditions de l'essai. Concernant les extraits hexaniques, aucune augmentation statistiquement significative n'a été observée. En revanche, pour l'extrait de corned beef fabriqué en Algérie, une augmentation biologiquement mais non statistiquement significative a été observée à la plus forte dose de 100 dans le traitement long de 27 heures en absence d'activation métabolique avec 20 cellules micronucléées. Cette valeur est largement supérieure à la valeur maximale des témoins historiques du laboratoire qui est 8. On peut donc conclure que cet extrait est faiblement génotoxique. Au meilleur de notre connaissance, notre étude est la première dans son genre qui a étudié l'effet des extraits de viande transformée en utilisant le test de micronoyaux. On passe aux résultats du test des comètes. On commence par le rôti de bœuf cuit fumé. Des résultats clairement négatifs ont été obtenus avec l'extrait méthanolique dans les 2 temps de traitement. En revanche, des augmentations statistiquement significatives ont été observées avec l'extrait hexanique dans le traitement court sur l'ensemble de la gamme des doses testées. Cependant, cet effet a disparu après 24 heures de traitement. Ceci suggère que les cellules CACO2 sont capables de réparer les dommages causés par cet extrait après 24 heures de traitement. Pour le rôti de poulet fumé,
L'extrait méthanolique a induit une augmentation statistiquement significative uniquement dans le traitement lent à la plus faible dose de 125. Concernant l'extrait hexanique, dans le traitement court, des augmentations statistiquement significatives ont été obtenues avec la dose 25 et 100. Après 24 heures de traitement, l'effet observé à la dose de 25 a disparu, mais il est persisté à la dose de 100. Ceci suggère que les cellules CACO2 sont capables de réparer les dommages causés par la plus faible dose, mais pas ceux causés par la plus forte dose, à cause du taux élevé des dommages causés par cette dernière. Pour l'extrait méthanolique du salami, on prend en considération que le résultat obtenu avec la plus faible dose, car les deux autres doses, 250 et 500, sont cytotoxiques dans le traitement de 4 heures. À cette dose, une augmentation statistiquement significative a été observée dans les deux temps de traitement. Pour l'extrait hexanique, dans le traitement de 4 heures, une augmentation statistiquement significative a été notée à la dose de 25 et 50. Cependant, après 24 heures, l'effet a disparu à la plus faible dose, mais il est persisté à la dose de 50. Pour le shawarma de poulet, seulement l'extrait hexanique qui a montré des résultats statistiquement significatifs, alors qu'aucun effet a été observé après 24 heures de traitement. Pour le jambon de bœuf, des augmentations statistiquement significatives ont été observées avec l'extrait méthanolique dans le traitement court et aussi avec l'extrait hexanique dans le traitement court à la dose de 50. Pour l'extrait hexanique du corned beef fabriqué en Algérie, de corned beef importé et de Cachir, des résultats clairement négatifs ont été observés. Nos résultats du test des comètes ne s'accordent pas avec ceux d'une étude réalisée en Finlande, où ils ont trouvé des résultats négatifs avec tous les extraits de viande transformée analysés en utilisant le test des comètes. On passe à la conclusion. Globalement, les résultats du test DEMS ont montré que tous les extraits de viande transformée analysés sont non mutagènes avec l'ensemble des souches de Salmonella typhimurium testées. En ce qui concerne les résultats du test des micronoyaux, seul l'extrait hexanique du corned beef fabriqué en Algérie qui a montré un effet faiblement génotoxique. Par ailleurs, 5 sur 8 produits de viande analysés ont montré un effet génotoxique sur les cellules intestinales CACO2 en utilisant le test des comètes. Nos résultats confirment que les produits de viande transformée contiennent des substances génotoxiques qui présentent un risque majeur pour la santé du consommateur. Par conséquent, la présente étude démontre l'importance d'effectuer un suivi diététique des aliments transformés à l'aide des tests de génotoxicité pour une meilleure surveillance et une efficace protection du consommateur. L'effet génotoxique obtenu peut être attribué à l'utilisation des procédés de fabrication inappropriés par l'industrie. Dans ce contexte, nous recommandons aux fabricants de prendre des mesures de maîtrise strictes pendant la fabrication des produits de viande. En l'état actuel des connaissances scientifiques, les consommateurs sont invités à limiter leur apport en charcuterie. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires recommande de ne pas consommer des produits à base de viande transformée plus d'une fois par semaine. Cependant, en cas de consommation de charcuterie, selon les recommandations de l'Institut national du cancer, il est conseillé de réduire autant que possible la taille des portions et la fréquence de consommation. Comme perspective, nous préconisons l'identification et la quantification de substances nioformées susceptibles d'apparaître dans les produits carnés tels que les amines hétérocycliques aromatiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les nitrosamines.
Aussi, le dosage des additifs alimentaires dans les extraits présentant un effet positif. Le recours à des études in vitro et poursuivre la surveillance de la génotoxicité sur d'autres produits carnés disponibles sur le marché en suivant le protocole d'extraction utilisé dans cette étude, tout en essayant d'utiliser d'autres solvants d'extraction. Et aussi l'évaluation des viandes cuites par différentes méthodes de cuisson. Une partie de nos résultats a fait l'objet d'une publication parue dans le journal Toxicologie in vitro, qui a un impact facteur de 2,9. Pour la participation au séminaire, j'ai participé à 2 séminaires internationaux et 2 séminaires nationaux. Et avant de clôturer, je tiens à remercier les membres du jury d'abord pour la présence, pour la lecture attentive de ma thèse et pour les remarques qu'ils m'adresseront lors de cette soutenance pour améliorer mon travail. Et j'adresse également mes sincères remerciements à mes directeurs de thèse pour m'avoir accompagné et soutenu tout au long de ce doctorat. Et je tiens à remercier également le docteur Fabrice Nislani, chef du service de toxicologie génétique à l'Institut Pasteur de Lille, pour m'avoir accueilli dans son laboratoire pour réaliser le test DEMS et le test du micronoyau. Et je tiens également à remercier Madame Giada Frenzili, professeure au département de médecine clinique et expérimentale à l'Université de Pise, pour m'avoir accueilli dans son laboratoire pour réaliser le test des comètes. Et merci pour votre attention.